qui nous élèvera au-dessus des maisons, au-dessus des toits. Et j'aimerais que vous faites conscient de ça. Parce que normalement, on va dans un musée, ça n'a pas commencé. Et juste quand on est en face d'une œuvre d'art, on commence à vivre. Et j'aimerais beaucoup que vous commenciez déjà à vivre dès maintenant, dès ce moment où on commence à être élevé par cette invention incroyable, le escalier roulant. Bon, c'est ça. Allons-y. Allons-y. Alors, on va prendre le premier escalier roulant. Comme ça. C'est une invention, l'escalier roulant, en effet. C'est super, je suis tellement ça avec l'escalier roulant. Dreh dich einmal und schau hinunter. Ah, voilà. Siehst, das ist jetzt so schön. Achtung! On peut aussi mourir immédiatement sur l'escalier. Bonjour Edwin. Das wäre schön, wenn man nicht reintut. Bah allez-y. Oui, oui. À tout de suite. Cinquième, hein? Ah, oui, cinquième. C'est une cérémonie. Il faut bien s'amuser un peu. Oui, c'est ça. Il fait plus d'accélérer là. Attention, on arrive.
D'accord. C'est les bureaux. Ah, c'est ça. Voilà. Bonjour. Vous faites oui. Alors, c'est Oui, allez pas trop proche. D'accord. Il y aura une petite attente. On attend Jonathan Poutier avec où est la table roulante avec les choses que j'ai. Merci. Ah, j'ai un public jeune. Écoutez. dans la cuisine, je pense. Ben voilà. Oui, oui, bien sûr. C'est bien. Merci. Merci. Oui. J'ai porté quelque chose et il y a un sac naturellement pour porter les choses. Voilà. Il y a un plan. Merci. Bon. Quelle est la question? Pour nous, pour moi, aujourd'hui, c'est
la curiosité, qu'est-ce que c'est que ça? Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est une œuvre d'art? Et qu'est-ce qu'il y avait avant nous? Et j'aimerais commencer, on va se promener un peu, on va prendre des objets, des œuvres de la collection qu'on a ramassée ici, qu'on garde, qui est précieuse. Et je n'aurai pas un discours bien construit qui va vers une solution. J'ai des fragments à vous présenter et c'est à vous de les utiliser. Voilà. Vous connaissez tous cet objet-là. C'était un urinoir de fabrication de masse et M. Duchamp en a pris un, il l'a signé et il était de l'opinion. Il a projeté l'opinion que maintenant, ça, c'est son œuvre. Voilà mon œuvre. Et depuis ça, par malentendu, on a cru que c'est lui l'inventeur de l'objet trouvé. Parce que c'était lui, il a dit j'ai trouvé ça, je le signe et c'est à moi. Ce qu'il a fait était absolument intéressant et important, génial, mais il n'a pas découvert l'objet trouvé. Il a fait redécouvrir l'œuvre d'art premier qui existait. Nous savons de l'ethnologie, de l'archéologie, de nos amis de Darwin, etc., que les gens étaient collecteurs, cueilleurs, qui faisaient la cueillette, ils étaient nomades, il n'y avait pas des outils, et ils vivaient des choses qu'ils trouvaient. Ça veut dire tout a commencé avec les objets trouvés. Une poire qu'on voyait et reconnaissait dans un arbre, un objet trouvé, on le prenait, on le mange. Voilà, l'objet trouvé. Mais tout ça c'est très normal et quoi avec les objets qui sont ici, les œuvres d'art? J'aimerais vous donner un exemple. Il y a une famille de nomades qui cherche à trouver quelque chose pour manger, et il y a peut-être le père de famille, et tout le monde va avec lui, et il dit, il fait comme ça,
c'est bien avant le langage parlé. C'était un bon moment synchronisé. Excellent. Il fait ce geste. Et ce geste est compris de tous les hommes, de tous les animaux humains. Si on voit ça, les yeux suivent. Et ils trouvent un nuage. Un nuage, et le nuage, dans ce temps-là, peut-être ressemblait à un bison. Et lui a vu un bison dans cet nuage. Et les autres ont reconnu le bison. Alors ce nuage bison faisait le même travail. S'il vous plaît, je m'excuse, mais c'est difficile pour moi de suivre. Vous voyez, ce nuage n'est pas un bison. Et personne n'a fabriqué cette œuvre. Mais il fait le même travail qu'une œuvre peinte, ici, signée d'un artiste important. Ça veut dire on le voit et on a une certaine pensée. Et là, naturellement, c'est pas clair si vraiment on voit la même chose que l'auteur voulait qu'on voit. Mais ces nuages est un médium entre moi et vous, si je le fabrique. Et avec cette famille, et le médium était là, on n'a plus besoin de l'homme qui pointe son index pour avoir un message exactement d'un objet trouvé, mais le même, avec la même qualité, si ça aurait été fait par un artiste qui le signe. Alors cette idée de l'objet trouvé était bien là avant Duchamp, mais Duchamp l'a redécouvert. Et beaucoup d'innovations, presque tous de l'art moderne, qu'on peut rencontrer ici, c'était pas des inventions du 1900 et les années qui suivent. C'est ce mouvement moderne, c'est mon opinion, était une renaissance. Le motif, ça fait le même travail que la Renaissance a fait. Les gens de la Renaissance voulaient être comme les Romains, et ils s'inspiraient des Romains et en sortait une nouvelle chose. Et l'art moderne est une redécouverte, pas une invention. C'est très important. Alors, il y a les collectionnistes ici. Tout ça, c'est des donations des collectionnistes, les gens qui collectent. Depuis quand est-ce qu'on collecte? Il y a des collections déjà romaines, il y a des collections Moyen-Âge, Renaissance, etc., 19e. Mais je vais vous faire
Cet appareil est très important parce qu'il est horizontal. On va parler de ça un peu plus tard. Jonathan, de l'eau, s'il y en a. Ah, merci beaucoup. Merci. Ça, c'est une pierre, un fossile pétrifié d'un mollusque qui a été extinct il y a 65 millions d'années. Et on voit cette structure de son exosqueletton. C'est la même construction que cette maison ici. Le squeletton est en dehors et l'espace énorme est dedans. Et le modèle pour cet édifice, c'est ça. Mais quand on a découvert ça, c'était un outil pour moudre, moulu, pour un moulin, un petit moulin, pour moudre des noix, par exemple. C'était un outil, mais aussi, parce qu'ils ont pris ça, et non pas quelques pierres. Ça c'est très beau. Et ils l'ont conservé et ils l'ont utilisé pour travailler, mais en même temps, c'était un objet mystérieux, vénéré, précieux, et ils l'ont conservé. Cette unité entre outils et objet d'inspiration était le commencement, disons, des œuvres d'art, parce que, premièrement, tout était un outil de quelque sorte. Alors, où est l'œuvre d'art abstrait de fonction? Voilà ici. Ça, c'est un ammonite. Ça, c'est un trilobite. Quelques centaines de millions d'années. Et on l'a trouvé dans des sédiments des chasseurs et cueilleurs. Et celui-là n'a aucune fonction. Et en France, il y a un exemple comme le mien dans la cave, dans le système de cave Arcy-sur-Cure qui a été travaillé par le grand Gourand, le roi Gourand. Et l'âge de l'usage de cet objet, œuvre d'art, trouvée sans but pratique, 15 000 ans. Alors, au moins depuis 15 000 ans, les gens ont collectionné des œuvres d'art et les ont préservées et défendues. C'était la même chose, la même attitude
qu'on a maintenant avec les contenus de ce musée. Voilà. J'aimerais qu'on se met en motion maintenant. Je vais... On prend le deuxième rendez-vous. Oui, 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 s'il vous plaît. Oui. Merci. Ici présent. Pas d'agressivité. On change le sujet. L'idée qui m'est venue en regardant les trois peintures, ils sont du grand maître Larionov, un de mes idoles. Et regardons ça. Et mon thème ici, c'est la relation entre œil et oreille. C'est un fait que nous possédons ces 5 sens, comme on dit, et entre ces 5 sens, c'est l'œil et c'est l'oreille. Et notre sensation d'être vivant est... Où est mon O? Ah, ici. On vit, tout est là, c'est la réalité. Mais vraiment, notre réalité consiste des signaux nous venant de ces machines qui sont d'une construction tout à fait différente. Ils n'ont rien à voir avec l'un avec l'autre. La seule chose, c'est qu'ils sont situés dans la tête. L'œil est ici, les oreilles sont là, et entre eux, c'est la machine pensant, la cervelle, le cerveau, et qui reçoit de très proche les messages et quasi en même temps, et prend des décisions qui nous permettent de survivre.
Qu'est-ce que fait l'œil à l'oreille? L'oreille, qui n'est pas représentée dans cette collection, hein, sauf dans quelques ruines de cinéma qu'on va voir un peu plus loin, l'oreille est toujours ouverte. L'oreille n'a pas besoin des ordres du cerveau de travailler. L'œil est même ouvert. C'est pour moi une grande tragédie parce que l'oreille est ouverte quand je me trouve dans des endroits où il y a la musique de fond, laquelle je prends pour le danger beaucoup plus grand que fumer, parce qu'il détruit le centre de l'émotion, parce que son est le auteur des mouvements, des émotions. Le son met en motion l'air. L'air, motion. L'air arrive à l'oreille et met en motion cet organe, je ne sais pas le mot en français, la membrane, voilà, et donne la même forme à cette membrane que l'air a transporté. Ces signaux sont transportés à la cervelle, ils sont analysés, et la cervelle dit à l'œil, il y a un changement dans notre situation. Jusqu'à maintenant, tout était bien parce que nous sommes en vie, et soudainement, il y a ça. Il faut savoir qu'est-ce que c'est pour nous sauver si nécessaire. Alors, j'ai fait un exemple tout à fait similaire l'autre jour. Alors, l'oreille toujours ouverte. Ah! La cervelle va voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une main qui bat sur cette surface. Et qu'est-ce qu'il y a de différence entre œil et oreille? L'oreille, en premier plan, cherche de découvrir des nouveaux événements matériels qui changent ma situation de mon corps matériel. Et puis l'œil qui arrive seulement après, avec l'ordre, l'œil cherche déjà le concept. Vous comprenez? Ça, c'est très essentiel. L'œil cherche des sources de visibilité qu'on peut nommer. L'œil travaille déjà avec la langue. Et elle dit, l'oreille, et l'œil dit, une main. L'œil ne va pas aller se promener et voir ce qu'il y a. Non, elle cherche la source du son. Et c'est pour ça, très important, c'est pour ça que le public accepte la musique abstraite et n'accepte pas la peinture abstraite, s'il en aurait. Voilà. Parce que l'œil
on sait que l'œil n'est pas sans but. Ça, et maintenant nous sommes ici au grand maître Larionov qui non pas seulement a compris ça, mais avec naturellement sarcasme et ironie, il va illustrer pour moi cette chose. Et il dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un visage. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Très simple. Et je vais vous faire un exemple encore plus simple que les enfants aiment bien en Autriche, et comme mon informateur Christian Lebras m'a dit, alors en Autriche c'est comme ça: Punkti, Punkti, Strichi, Strichi, fertig ist das Mondgesicht. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Œuvre d'art numéro 2. Ça, c'est le monde qui s'y hein. Mais, en France, on dit, et c'est très intéressant parce que les différences entre les langues sont des différences de la vue du monde. On dit 0, 0, plus 0 égale la tête de Toto. Et vous voyez cette différence, parce qu'en France, ça c'est déjà un 0. En Autriche, c'est un point. Hein? Et en Autriche, voilà, la traduction, hein, on peut pas. Comment vous traduisez ça? Hein? C'est merveilleux avec ces choses tellement simples, des impossibilités de la traduction. Alors, le principe de la peinture, la relation ou les métaphores entre les éléments. Pourquoi? Je vais vous montrer maintenant, encore plus loin. Ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, selon vous êtes français, c'est la tête de Toto. Et si vous êtes autrichien ou autrichienne, c'est le visage de la lune, Mondgesicht. Mais maintenant, je viens, théoricien de l'articulation, et je vous dis, ça n'est ni tête de Toto, ni Mondgesicht. Ça, c'est
voilà, une prune. Voilà, cette forme vous fait penser à un visage seulement quand il y a ces autres éléments. Alors l'articulation repose dans les réactions des éléments, c'est relatif. Et ma proposition, c'est que ce système est valable pour tous les systèmes de communication. Un exemple, la musique, élément 1, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ah, ça c'est la base. Je suis chez moi avec parce que je peux m'en aller et je peux rentrer. Et quand je suis loin, quand je rentre, je suis chez moi. Alors moi, je suis là, chez moi. Relation. C'est pas vrai que bam est chez moi. Parce que si je dis bam, bam, catastrophe. Où suis-je? Ah, maintenant je suis chez moi ici. Et je peux pas rester là sans être très inconfortable parce que ça me force de rentrer chez moi. Ça, c'est la source de toute la musique. Relation entre les éléments disent qu'est-ce qu'il y a. Littérature, cheval, non, vache, vache mangeant, voilà, vache mangeant. Et vous avez toutes ces images devant vous, vache mangeant. Et maintenant je dis vache steak. Et l'image de la vache est disparue. Vous voyez un steak. Si je dis vache en galop, et puis vache reposant, encore il change. En galop, cheval. Vous voyez, seulement quand il y a au moins deux éléments, je commence à parler. Le dictionnaire complet ne dit rien, il dit tout et rien, comme la nature. Et seulement si je fais un choix, 1 contre 2, la langue devient articulée. Et encore, regardons un peu ce merveilleux peinture. Et c'est ce qu'il fait. Alors il nous donne une espèce de toto. Et son pinceau est ça, quand il fait ça, voilà, le pinceau, les couleurs, voilà. Mais, pour être plus clair, il écrit à travers la peinture Wiesner.
printemps. Et c'est horrible parce que on n'écrit pas dans une représentation de la nature et il met 1912 avec le même coup de pinceau qu'il a utilisé pour représenter les yeux, les nez, et aussi il l'utilise pour faire la poitrine. Même couleur, même pinceau. Il prend un autre pinceau et il fait les fleurs blancs et l'oiseau aussi le même. Si on regarde une petite partie de l'oiseau, c'est le même travail de pinceau qu'il y a ici. Vous savez, ici ça représente fleurs, ici oiseau. Même les pieds de l'oiseau, même couleur. Alors, passons ici. Encore, ça c'est ma peinture préférée de ce musée. Aussi la Leonov. Et il parle avec ce même message que l'œil veut comprendre. Alors il dit, parce que c'est l'esprit révolutionnaire de son temps, si vous voulez comprendre ce que je peins, ça vous suffira. C'est très facile. Ça c'est un arbre avec des fleurs jaunes, une maison, un chien, et il prend le pinceau et il dit, bon, le toit normalement c'est rouge, il peint rouge, et puis il fait la structure de l'arbre, même rouge, même coup de pinceau, et puis il peint le chien, un peu de rouge du toit, un peu de jaune de l'arbre, mais ça suffit, on doit être content. Ça c'est ce que l'œil demande pour dire je suis content. C'est pas abstrait, je sais de quoi il s'agit. Voilà. On continue notre voyage. S'il vous plaît, on va aller dans l'allée. ¿Cómo se nota la corriente?
Merci. Merci. Oui. Voilà, le grand Mondrian, inventeur de la peinture géométrisée. Je répète, non, je ne répète pas, j'aimerais que vous compreniez vous-même. Dans ce musée, toutes les peintures sont encadrées et toutes les peintures ont le rectangle, ils ont le horizontal et le vertical. Et il y a quelques-uns avant Mondrian. Tout ce que vous voyez ici, c'est géométrisé. Le sol horizontal, le plafond horizontal, le mur verticaux. Vous regardez où vous voulez. Nous sommes dans un cage, si on veut, ou dans un monde domestiqué de la géométrisation. Et ça depuis longtemps. Depuis pratiquement, on peut dire, du néolithique. C'est commencé. Seules les peintures dans les caves, qui sont encore aurignaciens, ils ont peut-être 40 000 ans, ils ne sont pas géométriques. Ils ont de toutes directions. Mais à un certain point, l'humanité a compris que cette situation de respecter l'équilibre, naturellement, on peut aussi dire on célèbre la géométrisation longtemps avant Mondrian, en être en équilibre. Moi, je célèbre maintenant l'horizontale sur laquelle je suis posé, et je la maîtrise bien, et la verticale que je dois toujours respecter. Et ce rappel de respecter la verticale se trouve dans tous les tableaux du monde, avec quelques exceptions. Pas beaucoup. Il y a quelques rondes, mais pas beaucoup. Il faut vraiment se faire conscient de ce fait, que continuellement on a ce rappel, tiens-toi droit. Hein, les mères, naturellement, disent ça aux enfants. Steh gerade. Hein? Et pourquoi? C'est incroyable comme dur, on pourrait dire dur, c'est ce concept de vie est cette géométrisation. Ah, vous n'avez pas trouvé mon trône? Je viens après, c'est ah. Bon, je vais, donc, dis-moi, il y avait un autre qui mieux démontre cette situation, par exemple, aussi
si nous sommes assis, on a fait des horizons transportables, tout juste dans la mesure de mon flux. Voilà, et je me trouve encore rectifié, équilibré, étroit et gravité et horizon. Voilà encore quelques naturellement, voilà mon bloc dessin. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre. C'est toujours là. Et ces instruments d'écart, hein, les instruments que contrôlent si les artistes ont bien fait. Et vous sûrement avez vu quelqu'un ou quelques dames qui vient en visite dans un appartement et il regarde et il trouve une peinture qui est un peu comme ça. Alors ils vont là, ils font comme ça. C'est déjà un instinct que notre danse toujours se réalise dans ce monde absolument géométrisé. Mon point est déjà clair, mais j'ai encore... Ça reste mystérieux. Avec cette géométrisation aussi se faisait la rythmisation. Ça veut dire le commencement à savoir et à utiliser le fait que dans le temps qu'on a découvert à cet art, toutes les choses, comme a dit Héraclite, naturellement sont en mouvement, mais aussi se répètent. Que tout est une danse, si on veut. Si on dit chaque mouvement rythmique, on peut appeler danse. Alors on a une danse qui pervade tous les phénomènes. Tout se répète. Si j'ai fait comme ça, c'est pas original, parce que j'ai fait ça sûrement des milliers de fois avant. Ou on ne peut rien faire qu'on n'a pas fait 10 000 fois avant. Et tout est rythmé. On va revenir sur ça. On se déplace, s'il vous plaît, encore, déjà. Et on va voir le grand léger. Où est-ce qu'il est le léger? C'est pour ça, je trouve que Guéry est intéressant, d'autant plus.
Alors ici, mon thème est le contenu. Alors, léger déjà fait plaisir parce qu'il n'est pas abstrait. On comprend déjà bien ce qu'il voudrait dire. Il y a une similitude avec Larionov parce que lui aussi, il utilise les concepts de langue. Regardons un peu ce tableau. Il y a 1, 2, 3, 4 figures humaines. Il y a ici quelque chose que pourrait être humain. Et il y a ici mon nuage, de avant, qui pourrait être, qui a aussi des formes, nuages, parce qu'elle arrive ici, des formes qui pouvaient être interprétées. Ce n'est pas tout à fait complètement clair. Est-ce qu'il y a un nuage et est-ce que humain? Comme ici aussi, c'est pas clair. Regardez le fond. Est-ce que ces gens restent sur une surface horizontale? Et on doit dire partiellement, ou peut-être pas, parce que là je ne vois pas les sont un peu en air. Et quel est le fond? Ça. Alors le fond est comme le sol. On ne sait pas, c'est ce que c'est. Et puis il y a ces formes noires. Qu'est-ce que c'est? Le nuage. Puis il a les bras qui semblent être détachés des corps. Il y a aussi la poitrine qui est comme détachée. Tous les tous les membres sont un peu séparés. Ceux qui ont vu le film Les Mécaniques ont vu à la fin la figure de Charlie Chaplin avec les membres qui commencent à devenir indépendants et sont en mouvement. Et soudainement, on peut dire, ah oui, c'est des bras, c'est des pieds et c'est des membres humains.
il y a aussi des éléments très aigus. Voilà, architecture, un élément qui fait tension avec les autres choses. Il y a un usage à peu près de Larionov que le pantalon bleu, deux bleus, bleu obscur, bleu, voilà, et les nuages, ou bien, c'est ce que c'est, même bleu, et le perroquet, même bleu. Vous voyez, ce sont de démonstrations contre cette obligation qui était avant la moderne de représenter la nature comme l'œil pouvait la voir. Nous touchons ici un point intéressant, ça veut dire la grammaire qui appartient à toutes les œuvres, même les œuvres trouvées. La grammaire, je veux dire, comment je lis cette chose, comment je peux comprendre cette chose. Et c'est un fait assez connu qu'avec la moderne, pratiquement chaque artiste a développé sa grammaire à lui. Tandis qu'avant, c'était bien de plus en plus unifié. On peut lire un Van Eyck avec une grammaire simile à Vermeer. Mais là, lui et Larionov, bien que très proche, c'est une grammaire différente. Et l'autre concept que j'ai senti ici, c'est le continu. Le continu. Et le fait de transférer le continu en dehors d'une chose et la mettre dans un autre réceptacle. Et je vais vous faire comment ça se fait. Voici et en ce qui concerne toutes les relations entre des éléments que vous avez vus ici, il y a tous dedans ici, tous. Alors, est-ce que j'ai besoin de ça si je possède ça? Parce qu'il y a tout ici aussi. C'est que la relation, la relation entre les éléments est exactement la même. La peinture travaille pour l'œil, alors l'œil voit les mêmes éléments que l'œil voit ici. Et naturellement, tous de vous diraient, mais non, ça, voyez ce que je fais. Sans remords, parce que je peux m'acheter un autre. Mais si je m'approche comme ça, déjà les gardiens ont le couteau en main. Mais ça n'est pas ça, la préciosité d'un œuvre, ce n'est pas ça. Mais par exemple, c'est une chose très simple, parce que ici, les figures sont plus grands de moi. C'est très simple, ils sont plus grands de moi, et ça fait une différence énorme dans l'interprétation que mon cerveau se fait de cette peinture.
plus grand que moi ou plus petit que moi. Et le plus petit, on voit comme ça, et les plus grands, on voit comme ça. Vous voyez où est la relativité maintenant? Où elle est disparue. Alors, comprendre les œuvres trouvées ou créées est beaucoup plus difficile qu'on ne croit. Et ça nous porte à la prochaine pensée. Faisons un peu plus d'espace autour de la colonne de Brancusi. Alors le contenu, le message de cette sculpture, un des plus fameuses de l'histoire de l'art, la colonne infinie, quelle est et comment on la voit. Et on sait beaucoup de cette œuvre, naturellement. Elle a été faite initialement à Roumanie, en dehors, et en bois, et maintenant un exemplaire un peu raccourci, mais exprimant l'infinité, se trouve ici. Alors commençons, et je vous dis que déjà, la moitié de vous aura une complète différente appréciation de cette colonne si vous faites votre analyse en recordant ce que je vous dis avant être élevé jusqu'ici. Regardons aussi autour le milieu, le contexte. Voilà. Les gens qui sont ici voient derrière la colonne Paris d'en haut. Et peut-être après, vous, tous ici, venez ici et regardez l'autre côté. On voit en bas un socle. Un socle. Et les socles, pour les sculptures, c'est comme le cadre pour la peinture. Le socle protège, ici le socle naturellement protège des gens qui veulent toucher ou qui se heurtaient, mais aussi il dirige l'attention. Les cadres dirigent l'attention vers l'intérieur de la peinture. Les cadres sont frontières de l'œuvre qui disent ici c'est intéressant, ici non, regarde pas, ici et ici, pas comme ça. Voilà. Alors, Brancusi n'a pas cadré ni soclé cette colonne, et ici elle est soclée. Suivons avec notre œil la colonne vers l'infini. Il y a deux tuyaux en 40 cm de plus haut.
qui me dit, ah, quoi, c'est comme ça. Et il y a ces structures-là. Et puis, il y a ce signe vert et blanc qui nous dit, en cas d'incendie, courez vers là. Il y a aussi, maintenant je ne le vois pas parce que vous êtes hors de la loi, parce que ça, on doit voir, c'est aussi en cas d'incendie, on peut utiliser ça avant d'être brûlé, parce que c'est trop petit pour vraiment sauver l'édifice. On a le sol qui est en bois, qui correspond à c'est aussi en bois, mais qui aussi parle. Là, on voit que c'est fait à la main. Le sol est parfaitement plan. Et il parle aussi, il parle avec. Le socle et impédie un peu le sol. Mais il crée une isolation, il veut créer. Le socle dit, ne regarde pas, là, regarde, c'est ici, mais ne touche pas. Ne touche pas. Là, nous sommes dans une situation très très difficile pour le musée. Mon professeur, mon maître, Fritz Wotropa, un grand sculpteur de pierre, a dit, j'aime pas les musées parce que dans les musées, on ne peut pas toucher les sculptures. Et tu ne touches pas la sculpture, on ne la comprend pas. Si on ne touche pas, on ne la comprend pas. Parce que toucher donne une idée comment ça s'était fait. Si je touche ça, je n'ose pas, et je touche le sol, je sens la différence. Dans l'histoire de l'humanité, les objets en 3 dimensions, les sculptures étaient plus anciens, elles étaient là avant la peinture. La peinture est déjà un peu comme la numérisation aujourd'hui du cinéma. C'est plus pratique, on peut la transporter, et pour l'œil, elle est aussi plus pratique parce que les sculptures sont lourdes et ils ne peuvent pas dire pour l'œil, c'est ce que la peinture peut dire. Alors, et la peinture, on ne touche pas. On n'a vraiment pas le besoin de toucher la peinture parce qu'elle donne tout pour l'œil. Mais avec chaque sculpture, ou une fois qu'on sait, on est frustré de ne pas pouvoir la toucher. C'est comme une relation avec un être humain qu'on peut seulement parler et voir, mais pas toucher. Et la sculpture est touchable et doit être touchée. Une chose que je trouve très bien dans ce musée, c'est que la sculpture est craquée. Vous voyez bien cette côté où il y a cette grande craquement. Et c'est bien. Et c'est du bois. Voilà, c'est du bois et le bois craque. Et merci d'avoir laissé l'objet comme ça. Mais cet objet encore invite vraiment les visiteurs de prendre une position.
qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je dis, je regarde que ça, et le tuyau, j'ignore? Vous comprenez? Et ça, c'est notre éducation. Dans un musée, voyez seulement que l'objet et ignorer le reste. Et surtout avec les sculptures, ça diminue leur puissance. Les sculptures sont en 3 dimensions. La peinture aussi, mais le fait de la 3-dimensionnalité est diminué. On n'a vraiment pas beaucoup besoin. Mais là, c'est les 3 dimensions et la matérialité, bronze ou pierre ou bois, qui réclament de prendre contact avec les autres sens. Et vous voyez, ça n'est pas une critique de ce musée, ça c'est la situation dans le monde entier, et même la situation des artistes. C'est très difficile à faire. Ça montre la différence entre sculpteur et peintre. Il est beaucoup plus facile de peindre que de faire un objet comme ça. Bon, on va se transférer encore. Mettez-vous ici et ici. Oui, ça va. Mettez-vous ainsi que vous pouvez voir la projection ici et aussi la projection là, si possible. Alors, vers ici, vous voyez très bien les deux. Idéalement, mettez-vous tous par là. Alors, vous voyez comme en dehors des différentes œuvres, de différents médias dans le même espace. Et parlons d'abord de la dignité des deux espèces d'œuvres. Vous avez des peintures, des sculptures et du cinéma. Voilà. Ici, un film de Hans Richter, Vormittagsspuk. Et ici, un film de Marcel Duchamp, Annemiek Cinéma. Et ici, le son. Mais on ne sait pas bien avec quel film c'est ce son. Parce qu'on l'écoute avec tous les deux films. Alors je peux écouter le son avec ce film-là et aussi avec ce film-là,
et aussi avec cette peinture-là, et aussi celle-là, et aussi celle-là, etc. Alors c'est un peu la poubelle, où il y a tout jeté l'un sur l'autre. Et ça, c'est l'usage dans pratiquement tous les musées du monde. Et quand Pontus Hultén et moi, nous avons pensé que les musées d'art moderne devaient s'occuper de ce nouveau art, le cinéma, nous n'avons pas pensé que ça va finir ainsi. Et quelle est la raison? La raison, c'est qu'il y a deux situations complètement différentes entre le cinéma et la peinture ou la sculpture, les objets, parce que les objets sont statiques, ils restent à leur place, ils laissent le visiteur faire à leur rythme. Regardez un peu, aller dans un autre coin, peut-être revenir, penser. C'est une belle situation. Mais le cinéma a un commencement et une fin. Le cinéma doit vivre dans un espace noir et silencieux, où il n'y a rien d'autre à faire et à voir et à écouter. Si c'est pas nécessaire de dire ça, mais ici, le cinéma est une projection, un jeu de ombre et lumière. Et l'ombre est noire et la lumière est blanche. Et ici, il y a quelque chose de blanc, mais il n'y a pas de noir. Il a un gris pratiquement blanc, blanchâtre. Alors, c'est ce qu'on arrive, si on projette les films comme ça, qu'on ne leur donne pas le respect qu'ils ont besoin pour fonctionner. Et je me suis mis ici plusieurs fois et je regardais les gens. Et les gens vont, ils regardent ici, mais ils ne regardent pas. Et bien que le cinéma est un mouvement, ils tentent à ignorer parce que c'est vraiment moche. Ça. Si je vois ça, et c'est une autre chose. Si vous voyez une peinture sur le mur, elle peut vous fasciner et elle peut vous convaincre de devenir peintre. Vous comprenez? C'est comme engendrer quelque chose. Les peintures dans un musée sont capables d'engendrer des peintres. Ces films-là ne sont pas capables d'engendrer des cinéastes. Parce que ça me laisse complètement... C'est rien. Alors moi, je suis de l'avis, et je connais tous les arguments pour faire ces contemporaneités. C'est mieux que rien. Mais je dis, c'est pire que rien. Parce qu'il détruit aussi l'espace pour les sympathiques peintres. Parce que ici, dans cet espace, je ne peux plus me concentrer sur une peinture qui est silencieuse. Je dois écouter cette musique ironique qui appartient à ce film-là. Et alors, toutes les peintures dans cet espace se changent dans un mauvais cinéma. Il devient beaucoup de films mauvais. Voilà. Alors, mon conseil, pas seulement au Centre Pompidou, mais au tout musée d'art moderne, est de discontinuer
ces juxtapositions avec lesquelles ils font beaucoup de dommages à l'art du cinéma. Bon, on va se transférer encore. Je vais dire, non, on va rentrer. Attendez. On va rentrer. À l'urinoir. Oui, attendez. Oui, on laisse. C'est pas loin. On va afficher. Un tour de quelques idées. Mais prends aller vite. Seine Kollektion, die Peter, Wow. du hast den Toni mitgenommen. Ah, danke. Ah, je. Oui. Das ist gleich was sagen. Ich habe es jetzt Gemerkt. Jonathan. Voilà, c'est un peu pour renforcer ce qu'on a déjà dit au sujet des cadres rectangulaires. Et peut-être vous connaissez cette œuvre, c'était Yves Klein, artiste et aussi un grand joueur de judo. Et c'est une peinture pas abstraite. Il a pris des jeunes filles nues qui a peint bleu et ils se sont jetés sur une toile. Et maintenant je demande, et c'était un grand acte de, je ne sais pas quoi, j'ai ni critique, ni je ne vais pas commenter sur cette peinture. Mais pourquoi rectangulaire? Vous savez? Pourquoi, avec cet esprit de libération des pinceaux, etc. Mais il ne pouvait pas faire autrement que comme ça. Encore la comparaison.
Et aussi, ça c'est l'exemple, disons, le plus convaincant, mais tous les autres peintures qui sont là ont aussi aucune raison d'être rectangulaires. Et ça, vraiment, nous dit, nous parle de cette loi qui domestique toute notre vie, cette loi d'équilibre horizontal et vertical. Et on ne peut pas révolutionner. Et nous avons certaines autres choses. Par exemple, nous vivons sur la planète qui est illuminée par le soleil. Et nous ne pouvons pas regarder le soleil sans devenir aveugle. Et ça naturellement a conduit vers les religions du soleil et vers cet dicton que le soleil est Dieu et on ne peut pas voir Dieu sans être puni. Et nous vivons ça naturellement. Il y a le grand pré-cinéaste Platon qui voulait rechercher la persistance de la lumière du soleil sur la rétina, parce qu'on sait que si la lumière heurte contre notre rétina et puis cesse de briller, la rétina conserve, on dirait, une mémoire de cette lumière. Et il voulait savoir combien de temps est-ce qu'il y a cette mémoire. Il a regardé le soleil et pour 1 minute, et pour le reste de sa vie, il était aveugle. C'était un martyr de la recherche cinématographique. Alors imaginez que nous, pour ne pas être aveuglés, toute notre vie, nous promenons en tout moment, en chaque moment, être conscient de ne pas regarder le soleil. Dieu, nous allons comme ça, et pas comme ça. Hein? Comme ça, tout le monde, tous. Alors, ces remarques sont un peu dirigées vers cet grand sentiment de la grandeur de l'être humain. Voilà. Bon, parce que je me fais un strict loi moi-même, je ne veux pas vous tenir plus long que 6 heures. Alors nous allons, s'il vous plaît, au point de commencement, l'urinoir. Et on va continuer.
La chaise aussi est avec moi. Nous voilà de retour à l'objet trouvé. Et j'aimerais maintenant, je viens à la chose qui m'est la plus chère et importante de tout ce petit voyage, et c'est d'introduire un objet trouvé, une œuvre d'art emblématique pour l'essence de l'œuvre d'art. Et je l'ai trouvé, pas dans la nature, mais pour nous, la nature c'est tout ce qu'il y a. Dans cette nature, il y a à l'autre côté du centre Pompidou un petit café qui s'appelle Café du Centre. Et là, j'ai trouvé un objet. Cet objet, c'est ça. Et ça a un nom. Il s'appelle tarte tatin. Alors, pour arriver à la tarte tatin, qui est une œuvre déjà d'une culture assez moderne et nouvelle, vous me permettez de faire un peu de détour et prononcer d'abord la préparation des plats. La préparation, chaque préparation d'un plat qu'on peut manger est une œuvre d'art, comme chaque toile qui est peinte est une œuvre d'art, est une œuvre de peinture. Et ça peut être mauvais et ça peut être bon, mais c'est un art, la peinture, toute sculpture, toute musique, voilà. Et moi je dis, dans le même sens, toute préparation des objets trois-dimensionnels qu'on peut manger, c'est une discipline d'art qui est mal compris, méprisé et ignoré des théoriciens et des praticiens de la vie communicative. Pour faire une tarte tatin, il faut naturellement la géométrisation. On n'a pas pu faire une tarte tatin avant qu'on ait les surfaces horizontales. Je commence déjà à analyser un peu la tarte tatin. J'ai besoin des outils qui appartiennent à un certain développement de la civilisation, disons comme ça. Par exemple, il y a la cuillère, et la cuillère, chaque cuillère est modelée de l'animal humain
d'après une partie de son corps, ça veut dire l'avant-bras et la main creuse. Voilà, et ça, vous connaissez, il y a 100 000 de variations de toutes les tailles, mais c'est toujours une sculpture de la main creuse. La fourchette, 4 doigts, voilà, avant-bras, main creuse, jusqu'ici, mais les doigts ouverts, modélés d'après notre corps. Le couteau, ce couteau, il y a beaucoup de couteaux, modélé après certains dents, le dent d'avance qui taille, c'est ça. Tous les ciseaux, naturellement, sont modélés d'après notre bouche avec les dents. Et tous les outils sont modélés d'après modèle soit de notre propre corps, soit de la nature qui nous circonde. J'ai parlé l'autre fois du projecteur cinématographique qui, très complexe, pas comme d'autres machines qui ont été trouvées après, mais qu'il est le modèle de notre système solaire avec une lumière constante, le soleil, avec un interrupteur qui ferme, qui tourne et qui divise chaque seconde à 24 jours et 24 nuits. La tarte tatin est un peu plus simple. Aussi intéressant avec la tarte tatin est qu'elle n'est pas créée d'un artiste cuisinier. Elle était trouvée par un accident. Il y avait deux sœurs Tatin qui avaient un restaurant, un petit restaurant dans un très petit endroit qui servait des chasseurs, et il y avait une occasion où il y avait un grand public et ils voulaient faire une tarte aux pommes. Et une de ses sœurs n'était pas attentive et il a mis dans le moule les pommes et non pas la pâte. Et elle s'est aperçue de ça seulement après, c'était déjà dans le four. Alors, pour sauver un peu, elle a pris la pâte et l'a mis en dessus. Et il a fini la tarte. Et après, elle a renversé la tarte. Et maintenant, il n'y a pas de couvercle, il y a les pommes et la pâte en dessous. Et ça, c'est la tarte tatin. Mais pourquoi c'est une œuvre d'art? Les œuvres d'art parlent. Et, par exemple, la littérature parle des choses très, très complexes. Elles peuvent dire, si jamais j'aurais envie, après-demain, de penser à ce que tu m'as dit avant-hier, sûrement aucune des autres arts pouvait suivre ça.